Bonjour à tous, cette semaine Église du Monde part en Islande, la terre de glace située entre le Groenland et l'Écosse. L'Islande, pays majoritairement luthérien, mais depuis 10 ans, l'Église catholique qui est en pleine croissance. C'est grâce à l'arrivée d'immigrés venus des Philippines et de Pologne pour travailler. L'Église compte aujourd'hui 11 500 catholiques disséminés à travers toute l'île, mais seulement 5 paroisses. Comment l'Église peut rejoindre les fidèles isolés? Où en est l'Islande, durement éprouvée par la crise financière de 2008? Et puis, plus largement, comment vivent les catholiques dans ce pays au climat et à la nature hostile et où le taux de suicide est l'un des plus élevés d'Europe? Décryptage avec notre invité Laurent Passer. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de l'association Saint-Jean-Marie Vianney Lausanne qui soutient l'Église d'Islande. Le lien, c'est que l'évêque de Reykjavik, Monseigneur Pierre Burcher, est suisse. Donc, c'est la raison pour laquelle une association suisse soutient son ministère. Une première question, parce que ça peut surprendre les téléspectateurs. Pourquoi un évêque suisse à la tête de l'Église d'Islande? Il n'y a qu'un seul diocèse. Parce qu'il n'y a pas eu, j'ai jamais eu d'évêque islandais depuis le 19e siècle. Et au XXe siècle, le diocèse de Reykjavik est relativement récent puisqu'il a été érigé en 1968 seulement. Évidemment, il y a eu des évêques islandais avant la Réforme, jusqu'en 1551. Mais depuis, les évêques, il y en a eu 5, Monseigneur Burcher, le 5e évêque depuis 1968, étaient tous d'origine étrangère. Voilà. Et il est suisse, effectivement. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette église d'Islande? Alors, sa particularité, comme vous l'avez précisé dans votre introduction, c'est qu'elle est composée, la communauté est composée de, non pas d'Islandais en majorité, mais d'immigrés, essentiellement polonais, en grande quantité, en grande part, et de Philippins, personnes qui viennent travailler en Islande dans les grandes usines de pêche et dans les usines d'aluminium, puisque l'Islande est le premier producteur mondial d'aluminium. Et cette population catholique a beaucoup augmenté, puisqu'en 10 ans, elle a triplé. Il y a maintenant, en effet, 11 500 catholiques, ce qui représente 3,4% de la population islandaise, ce qui fait d'ailleurs des catholiques islandais le plus fort taux de présence dans un pays scandinave voilà. en Europe du Nord. Alors cette croissance de l'Église que vous soulignez, est-ce que c'est une croissance numérique ou c'est plus que ça? Alors c'est d'abord une croissance numérique, ce qui implique d'ailleurs différents projets d'agrandissement des lieux, de construction de centres, de construction d'églises, d'agrandissement de chapelles, de façon aussi à ce que les catholiques puissent avoir près de chez eux un lieu de culte. Après, alors sur la croissance, j'allais dire spirituelle ou la croissance dynamique de la communauté, c'est évidemment beaucoup plus difficile puisque c'est une communauté qui n'est pas unifiée par une langue ou une culture, mais une communauté composite. Ce qui rend évidemment plus difficile un approfondissement de la foi et une présence dans la société islandaise de manière tout à fait appropriée, comme on le connaît dans d'autres sociétés qui sont christianisées depuis longtemps. L'Islande a été christianisée, elle, dès le 9e siècle par des moines irlandais, comme beaucoup de pays d'Europe. Et puis ensuite, elle a passé au luthérianisme à la Réforme. Et comme le luthérianisme est assez proche du catholicisme, il y a eu peu d'Islandais qui ensuite se sont rapprochés de l'Église catholique pour la pleine communion. J'aime rappeler ce chiffre, je donne un peu beaucoup de chiffres, mais pour donner la réalité, quand en 1929 on a construit la cathédrale de Reykjavik, dédiée au Christ roi, il y avait 55 catholiques sur l'île, en tout et pour tout. Donc on est passé quand même en un siècle environ à maintenant passer 11 000 catholiques, mais essentiellement d'immigration.
Et quelle est leur vie en Islande? Vous parliez de cette communauté qui vient travailler. C'est quoi le quotidien de ces catholiques qui vivent un peu partout Oui, qui sont très répartis sur l'île. Bon, principalement, ils sont sur le Reykjavik, qui concentre quand même les 2/3 de la population islandaise, qui est la capitale de la République d'Islande. Bon, ils travaillent surtout, bon, oui, vraiment beaucoup. C'est leur venue en Islande. Ils viennent en famille. Ils viennent en famille et il y a peu de couples qui se forment ou de familles qui se forment avec des ressortissants ou des ressortissantes islandaises. Alors c'est vraiment un travail, mais ils se réunissent. Moi j'ai pu le constater et c'est pour ça que le lieu de la messe, lieu de rencontre est très important le dimanche. Et que d'ailleurs toutes les messes sont suivies d'un moment de retrouvailles, on partage un café, des gâteaux, enfin il y a toujours un moment de convivialité. Une vie paroissiale qui permet à ces communautés de se retrouver. Alors on le disait, les catholiques sont isolés et disséminés à travers tout le pays et il n'existe que 5 paroisses. Comment l'Église tente de rejoindre les fidèles isolés? Nous avons posé la question à l'évêque de Reykjavik, Monseigneur Pierre Burcher. C'est souvent très difficile, mais nous essayons de rejoindre nos fidèles par tous les moyens possibles, les visites de famille, la préparation au sacrement, et surtout grâce aussi à l'utilisation des médias. Le diocèse de Reykjavik publie régulièrement le Kirkjublaðið, qui est envoyé à tous les catholiques du pays. Souvent aussi, en raison des distances, la catéchèse doit se faire par Skype, par exemple. C'est un service à domicile pour les périphéries, comme aime le rappeler le pape François. Donc évidemment certains fidèles qui n'ont peut-être pas accès à une paroisse, au sacrement, c'est un peu difficile pour certains d'entre eux, j'imagine? Oui, parce qu'évidemment il faut bien se rendre compte des distances. Un fidèle me racontait il y a quelque temps qu'il avait fait plus de 400 km pour rejoindre l'église où son fils allait être confirmé. Et bon, il y a aussi naturellement, puisque ce sont des immigrés, les Polonais parfois reportent les sacrements, notamment la confirmation ou la première communion, lors de vacances qu'ils prennent dans leur pays, parce qu'ils retournent en Pologne. Les Philippins, c'est un peu plus difficile parce que la distance est évidemment plus grande, mais les Polonais retournent souvent dans l'année, pendant quelques semaines, 2-3 semaines, en Pologne, et c'est à ce moment-là qu'ils font donner les sacrements à leurs enfants, pour prendre cet exemple. Donc c'est ça qui est évidemment très difficile, et comme Monseigneur Burcher vient de le dire, on ne se rend pas bien compte des distances. Lui, il prend l'avion pour aller confirmer 1 ou 2 personnes dans une des 5 paroisses du nord, de l'est, de l'ouest et du sud de l'île. Il y a des accès à travers l'île par des routes, mais pas partout, j'imagine? Alors, par des routes, pas partout. Il faut bien voir que le 3/4 de l'Islande est recouvert de glace et de volcans, donc là, c'est inhabitable. Et puis que les principales localités sont sur le littoral, et ce qui s'explique évidemment pour d'abord des raisons géographiques et ensuite économiques, puisque ce sont des ports de pêche et que les fameux chalutiers et usines bateaux qui produisent beaucoup de poissons pour toute l'Europe et les États-Unis sont situés dans ces ports. Alors ces catholiques qui arrivent, on imagine un Philippin qui arrive sur les côtes islandaises, ça doit être quand même tellement différent de chez lui, c'est pas forcément évident. C'est une communauté qui arrive à s'intégrer, à s'inculturer en Islande? Alors, elle arrive à s'inculturer dans la communauté catholique, parce que le catholicisme fait office de chaudron fédérateur, si j'ose dire. En revanche, il y a peu de contact avec la population islandaise en règle générale, et les migrants restent surtout entre eux. Et par exemple, ça donne des colorations de messes assez particulières à la cathédrale de Reykjavik. Il y a une messe plutôt destinée aux Philippins, effectivement,
où ils utilisent leurs chants, leur musique, des chants qui leur sont propres, et on a plutôt l'impression d'être à Manille qu'à Reykjavik. Oui. Mais ça, il faut aussi respecter évidemment leur propre culture, langue, parce qu'au fond, ils ne sont pas destinés, enfin eux-mêmes ne souhaitent pas s'implanter en Islande. Ils y sont pour travailler et ils restent peut-être entre eux, mais l'Église catholique leur offre au fond l'occasion de se réunir, de se rencontrer et aussi de rencontrer d'autres catholiques. Il y a quand même quelques catholiques islandais, donc je peux vous confirmer, j'en ai rencontré, ils existent. Oui. Mais évidemment, parmi les 14 ou 15 prêtres qui sont présents sur l'île, il n'y en a aucun qui est islandais. Ils sont de toutes, alors Irlande, Slovaquie, Slovénie, Italie, France, le vicaire général est alsacien. Donc vraiment c'est une petite... vraiment c'est le catholicisme dans son sens, la catholicité et l'universalité. Et c'est très amusant. Et il y a quelques Islandais de souche qui sont catholiques depuis plusieurs générations. Il faut aussi bien dire qu'à la Réforme, quand le luthérianisme a été décrété religion d'État, ce qu'il est d'ailleurs toujours en Islande maintenant, le dernier évêque catholique a été décapité en 1551, et les évêques catholiques, à l'époque il y avait 3 diocèses et 3 évêques avant la Réforme, se sont beaucoup battus et ont combattu la Réforme qui a été imposée par le Danemark, puisqu'à l'époque le roi du Danemark était également le roi, l'Islande n'était pas indépendante, c'était un protectorat de la couronne danoise. Alors, on parlait de ce brassage des cultures. Les célébrations, il y a une langue commune, c'est l'anglais. Alors, en effet, l'Islande, la deuxième langue, c'est l'anglais, parce que tous les enfants l'apprennent. Et bon, naturellement, les Philippins et les Polonais apprennent aussi l'anglais s'ils ne le savent pas, pour pouvoir communiquer avec les Islandais, puis apprennent quelques mots d'islandais. L'islandais est une langue assez difficile à apprendre, parce qu'elle est autoréférentielle, elle ne peut pas être attachée à d'autres souches de langue européenne. Monseigneur Pierre Burcher a l'habitude de dire qu'elle se rapproche de l'arabe dans la sonorité, dans la construction de phrases. Lui-même arrive parfaitement à la lire, à s'exprimer et à lire des textes et une conversation courante. Mais c'est une langue très très complexe et puis aussi très littéraire, puisqu'elle n'a jamais subi d'autres influences extérieures, puisque l'Islande est une île, donc il n'y a jamais eu de projet de la modifier. Et donc les Islandais sont très très fiers de leur langue. Et ils l'ont été encore d'autant plus quand, l'année passée, le projet de traduire le missel romain en islandais a abouti et que Monseigneur Pierre Burcher a pu en remettre un exemplaire à la fois au pape François à Rome. Pour la première fois, le missel était traduit en islandais. Qu'est-ce qui a fait ce travail de traduction? Alors, c'est un prêtre assisté d'une commission de linguistes qui a le vicaire général qui connaît assez bien l'islandais, qui l'a traduit. Après, la traduction a été approuvée par la congrégation compétente à Rome. Et puis, un exemplaire a aussi été offert au président de la République islandaise, qui a déclaré qu'il allait le garder précieusement dans la bibliothèque de la présidence, parce que les Islandais ont une grande révération pour leur langue, leur culture. Chacun connaît l'existence des sagas islandaises, qui sont des textes très anciens et qui sont encore lus, appréciés par les jeunes générations islandaises. Pour en revenir à ce missel, c'est une étape importante pour l'Église d'Islande? Oui, ça a été l'aboutissement d'un projet qui a duré presque une dizaine d'années, qui avait été initié par le prédécesseur de Monseigneur Pierre Burcher. Lui-même a beaucoup fait activer, aussi grâce à ses contacts à Rome, puisqu'il est membre de la congrégation pour les églises orientales. Donc il avait beaucoup de contacts à Rome. Et ça a été assez important de bénéficier enfin de ce missel comme objet non seulement cultuel, mais surtout culturel. Et ça a été un grand événement dans l'île, puisque le président de la République s'est déplacé à l'évêché pour recevoir son exemplaire remis au peuple islandais, si l'on veut dire ça comme ça. Il y a des célébrations en islandais pour
les Polonais. Oui, alors tout à fait. Il y a quand même une partie la langue qui est utilisée, c'est quand même l'islandais. Parfois, mais souvent l'anglais. On utilise l'anglais. Mais il y a des chants quand même islandais. Il y a un recueil de chants. Et puis, dans chaque église, il y a un petit carnet avec le déroulement de la liturgie en islandais pour s'y retrouver. Alors, il y a un événement aussi qui a touché le pays, c'est la crise financière. L'Islande, l'un des pays les plus riches au monde, a été durement éprouvé par cette crise de 2008. Où en est le pays aujourd'hui? Eh bien, écoutons la réponse de Monseigneur Pierre Burcher. Cette crise économique a été vraiment une catastrophe pour tout le pays et il faudra encore un certain temps pour que les choses se stabilisent. En fait, avant la crise, on ne connaissait en Islande rien du chômage. Et là, très rapidement, il est monté à plus de 10%. Et dernièrement, on est heureusement retombé à 4%. Mais en fait, c'est quand même important puisque cette réalité du chômage n'était pratiquement pas connue en Islande avant la crise économique. Dans le cadre de la maison que dirigent les sœurs de Mère Teresa à Reykjavik, chaque matin, entre 20 et 60 personnes viennent, non seulement parce que ce sont des personnes qui vivent la pauvreté matérielle, peut-être, mais d'autres qui vivent d'autres pauvretés, qui sont celles de la solitude, par exemple. Donc, il y a des personnes qui viennent prendre le petit déjeuner le matin chez les sœurs uniquement parce que ils trouvent là des personnes avec qui ils peuvent parler parce qu'ils n'ont personne autrement avec qui ils peuvent entrer en dialogue. Est-ce que cette crise a changé le pays d'une certaine manière ou la façon de vivre des Islandais ? Oui, je crois qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas une île au centre de l'Europe, que la crise mondiale, la crise financière pouvait les toucher, ce qui a été le cas, et essentiellement financière, parce qu'effectivement, elle a touché les affaires de crédit, les banques, mais qui employaient beaucoup d'Islandais, d'où le taux de chômage qui a beaucoup augmenté. En revanche, la société islandaise était déjà quand même relativement matérialiste, je dirais. On avait quand même aussi un taux de voitures 4x4 le plus élevé. Bon, non seulement parce que c'est très utile avec la neige et les conditions climatiques, mais aussi la vie était très chère en Islande. Et puis on avait atteint un certain niveau économique très élevé. Ce qui évidemment n'est jamais le propre ensuite d'une société vraiment évangélique, partageuse et peut conduire vers une sorte d'individualisme. Et on dit que les Islandais sont relativement individualistes et malgré le fait qu'ils sont jaloux de leur indépendance, ils refusent maintenant d'entrer dans l'Union européenne. Ils font partie de ce qu'on appelle l'espace économique européen depuis 1993, mais ils n'ont aucune intention d'entrer dans l'Union parce qu'ils veulent garder leur indépendance. Et donc il y a une certaine individualité. Moi, je n'ai jamais senti, mais je ne connais pas l'âme islandaise depuis profondément. J'ai été plusieurs fois. J'ai au total passé plus d'un mois sur place si j'additionne tous les séjours. Mais j'ai senti plutôt une sorte d'individualisme. On sent, et chacun est dans sa maison, autour de son feu, autour de son ordinateur, autour de sa voiture, et il y a peu de manifestations communes, sauf qu'ils se sont, lors de la crise, rendus compte, il y a eu des manifestations devant le Parlement de Reykjavik, où ils ont commencé comme en Argentine il y a quelques années, à frapper avec des casseroles pour attirer l'attention de la classe politique et du gouvernement. Là, il y a une sorte d'union nationale qui s'est de nouveau refaite, mais j'ai un peu le sentiment qu'il y a un très fort individualisme dans le peuple islandais. Alors on entendait parler, Monseigneur Burcher, de l'Église, la mobilisation de l'Église, les petites sœurs de Mère Teresa qui aident les pauvres. Il y a aussi
une certaine fragilité sociale, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'alcool, il y a un taux de suicide qui reste élevé. C'est une préoccupation pour l'Église? Alors c'est une préoccupation pour l'Église catholique à tel point qu'il y a un important projet en cours de réalisation, c'est celle de créer à Sticky-Saulmur, qui est une ville à l'est, un centre de formation et de retraite spirituelle. Parce que ce qui manque, malgré le fait qu'il y ait 5 communautés religieuses, congrégations religieuses qui soient présentes sur l'île, il y a peut-être là un manque de lieux pour un ressourcement, pour approfondir la foi, pour vivre aussi des temps de silence. Bon, les temps de silence en Islande, vous pouvez en vivre dans la nature, parce que vous êtes vraiment dans une nature très hostile, hein, quand même 9 mois sur 12. Hein. Et effectivement, ça c'est un souci. Et l'alcoolisme que vous évoquez est assez... Il y a quand même des grandes... tous les vendredis soirs, la rue centrale de Reykjavik, entre minuit jusqu'à 4h, 5h du matin, se remplit de jeunes et de personnes adultes qui consomment de l'alcool dans la rue, en discutant, voilà. Et puis bon, il y a des méfaits vraiment de cette pratique qui est un peu le propre d'une société oui, où il n'y a pas grand-chose à faire et qui est peut-être pas suffisamment enraciné dans une foi, même si on retrouve chez les Islandais naturellement des traits des peuples scandinaves, une certaine rigueur, une certaine austérité, une certaine ascèse dans l'expression des sentiments. Ils ont bien pénétré la société islandaise pour lier vraiment des liens forts avec des Islandais. Et ça, c'est un souci de l'Église. Mais le souci principal maintenant, c'est vraiment d'agrandir et d'établir ces lieux. Parce qu'il y a des besoins pastoraux. Parce qu'il y a des besoins pastoraux. Et comme en 13 ans, le nombre de catholiques a triplé, bon, il faut aussi faire en sorte que dans les lieux où ils sont installés, ils aient des lieux où se rencontrer et célébrer leur foi. Est-ce qu'il y a des laïcs aussi qui épaulent ces prêtres, qui épaulent l'évêque de Reykjavik? Il y a des laïcs engagés? Oui, exactement. Alors là, ils sont plutôt d'ailleurs islandais. Il y a notamment, je pense à l'économe diocésain, qui est un laïc, une personne qui a vraiment toutes les apparences du viking tel qu'on se le représente, avec des grandes moustaches et qui est islandais, vraiment, on le voit, on ne peut pas se tromper. Il y a donc quand même tout un laïcat actif, mais Monseigneur Burcher, dans sa dernière lettre pastorale pour ce carême, a également insisté sur une certaine promotion du laïcat et sur une meilleure collaboration entre laïcs et prêtres, parce qu'actuellement l'Église est surtout fondée sur les prêtres qui font tout. Moi j'ai vu dans une des paroisses un capucin slovène, il fait tout, quoi. Il construit l'église, il va déneiger, il célèbre la messe, les baptêmes, il se déplace et il est peu aidé, sauf par une communauté religieuse féminine qui font du catéchisme. Mais il n'arrive pas à avoir des laïcs qui s'engagent peut-être dans différents domaines, de la diaconie, de l'aide. Là, il y a un chantier, je pense, mais c'est évidemment plus difficile en Islande peut-être qu'ailleurs, puisqu'on a face à soi ces importantes communautés polonaises et philippines qui n'ont pas de volonté de s'intégrer durablement en Islande, qui sont là pour y travailler et qui, une fois qu'ils ont terminé leur vie professionnelle, leur carrière professionnelle en Islande, probablement se retireront et reviendront dans leur pays d'origine. Une dernière question pour la fin de cette émission. Laurent Passer, pour vous, c'est quoi le défi pour l'avenir de cette église, de cette jeune église? Bon, c'est évidemment un des défis. Il y a actuellement 3 jeunes un en discernement pour le sacerdoce et 2 en formation pour le diaconat permanent, qui sont des Islandais. Et je pense que un des défis, c'est que soit des prêtres, soit des diacres, soit des laïcs permanents ou engagés, soient islandais, de façon à créer vraiment un lien avec la société islandaise et de développer une église d'Islande
je ne vais pas dire vraiment islandaise, parce qu'elle l'est, mais disons avec plus de participation de fidèles islandais. Ça, c'est le défi, je pense, principal. À part ça, il y a toujours des défis de nature matérielle, comme je l'ai indiqué, de l'ordre de construction. Vous soutenez d'ailleurs votre association. Et alors l'association, évidemment, qui a été fondée pour soutenir le ministère de Monseigneur Pierre Burcher, avant qu'il soit même nommé évêque de Reykjavik, aide à la construction, à la location, à l'achat de lieux de culte, de centres de rencontres. Voilà, pour le missel aussi, nous avons aidé pour l'éditer, pour l'imprimer. Et donc là, il y a toute une aide qui est apportée. Et d'ailleurs, l'Église d'Islande est une église missionnaire, et Monseigneur Burcher dit souvent qu'il est un évêque missionnaire qui doit aller quêter ou demander de l'aide à l'extérieur, puisqu'il n'y a pas de ressources propres. L'État islandais verse 50 € par année par catholique inscrit. Et tous ne sont pas inscrits, parce qu'il y a des catholiques qui ne s'inscrivent pas sur les listes. Et puis, à part cela, il faut évidemment trouver les moyens pour faire vivre cette église. D'accord, donc c'est l'une des missions de votre association. C'est cela. Merci Laurent Passer pour votre témoignage sur les chrétiens d'Islande, une émission à revoir sur notre site internet ktotv.com. Très bonne semaine à tous, au revoir.